Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de protection sociale. Étonnamment, si j'avais fait ce cours, d'ailleurs j'ai fait un cours similaire il y a à peu près 15 ans ici, je n'avais pas inclus la protection sociale dans la série de cours que j'avais prévue. J'avais parlé, comme cette année, d'éducation, de santé, de politique, d'entrepreneuriat, mais je n'avais pas parlé de protection sociale. Et pourtant, aujourd'hui, c'est clair que c'est important d'en parler, que le sujet de la protection sociale, c'est-à-dire à la fois de l'assurance sociale et de la redistribution, est devenu un sujet dans le monde du développement qui n'était pas jusqu'alors. Dans la série de livres de la série de Nilou, le livre sur la protection sociale est l'histoire d'une sorcière, une fausse sorcière, c'est Bibir, un coup de pouce pour la sorcière. Et voilà la première image où on voit la sorcière qui murmure toute la journée des formules mystérieuses, une dame qui fait un peu peur. Et la dernière image, la dame qui maintenant raconte de longues histoires aux enfants qui n'ont plus peur d'elle, mais qui au contraire aiment passer des journées avec elle. Et l'histoire de ce livre, c'est comment l'accès justement à un programme de redistribution bien choisi a permis à cette dame de passer de son statut de sorcière ou perçue comme une sorcière à quelqu'un qui a une vie de plein droit dans le village. Pourquoi la protection sociale n'était pas un sujet, que ce soit un sujet politique ou un sujet d'étude, jusqu'à relativement récemment? C'est parce qu'on a l'idée, peut-être que tout le monde dans les pays pauvres est pauvre, et donc il y avait plus d'intérêt à des programmes de nature universelle, comme l'éducation ou la santé, et moins d'intérêt pour tout ce qui était du ressort de la redistribution. Mais pourtant, tout le monde n'est pas également pauvre dans les pays pauvres. Pour donner un exemple, par exemple, en Indonésie, la personne qui est au 10e centile de la distribution des revenus vit avec $1 par jour et par personne à peu près, en ajustant pour le taux d'inflation qui est différent, enfin le coût de la vie. La personne qui est au 90e pourcentage vit avec $5 par jour et par personne. Ce n'est pas une richesse affolante, mais il y a quand même une grosse différence entre 1 et 5. Et donc, là où il y a différence, il y a place pour la redistribution. Redistribution qui peut être de nature ponctuelle en réponse à des chocs, ou qui peut être de nature plus permanente en réponse à des différences de revenus ou de richesse qui sont plus permanentes. Une autre raison était probablement, et on va en parler dans le cadre de cette leçon, était une certaine méfiance pour tout ce qui était redistribution directement financière vers les ménages, avec une préférence pour les programmes en nature, qui s'est aussi estampée au cours des ans, en particulier suite aux travaux de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc au cours des ans, et vraiment récemment, depuis le début des années 2000, vous voyez ici les données commencent en 2010. En 2010, il y avait 21 programmes en Afrique subsaharienne de transfert de cash inconditionnel, de transfert donc, correspondant un petit peu aux allocations sociales ici. En 2014, 4 ans après, ça avait déjà doublé. Pour les transferts, un type de programme dont je vais vous parler en détail, ce sont les transferts de cash conditionnels, c'est-à-dire conditionnels à un certain nombre de comportements. Ces programmes étaient inexistants jusqu'à la fin des années 90. En 2008, il y en avait 24. En 2014, 64. Donc plus qu'un doublement très très rapidement. Donc l'idée de redistribuer sous forme de transfert financier fait son chemin dans les pays en développement. C'est évidemment dans les pays plus riches comme la France une partie importante de notre dispositif de protection sociale, mais on commence à les trouver plus dans les pays en développement. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ces programmes sont de différents types. Donc on a des programmes de transfert monétaire, conditionnels ou inconditionnels,
des programmes de transfert en nature inconditionnel, donc plutôt de type comme par exemple en Indonésie, un programme de distribution de riz. Il y a des programmes d'alimentation scolaire, donc les repas gratuits dans les écoles, très présents en Inde par exemple. Il y a des programmes de travaux publics où donc les gens reçoivent des revenus en échange de travailler sur site. On va en parler aujourd'hui. Et vous voyez que si on accumule ces programmes, on en trouve de différentes formes sur tous les continents où il y a des pays pauvres, de plus en plus répandus. Ils touchent aussi de plus en plus de monde. Aujourd'hui, ils touchent des millions de personnes, même on s'approche du milliard de personnes. Donc, dans les pays pauvres, 97, dans les pays riches, 97% des gens en ont, qui couvrent le quintile le plus pauvre, ont des types de programmes, différents types de programmes sociaux. Mais dans les pays pauvres, on voit aussi que donc dans les pays même les plus pauvres, 20% des gens sont touchés. Donc je voudrais séparer cette leçon en deux temps. D'abord, les programmes qui touchent les plus pauvres, donc comment on lutte contre la pauvreté extrême. Et ensuite, en quelque sorte, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait sur cette question dans les dernières années. Et ensuite, en quelque sorte, la protection sociale pour les autres, ceux qui ne sont pas forcément les extrêmement pauvres, mais qui peuvent devenir pauvres ou très pauvres ou avoir besoin d'aide à un moment dans leur vie, ou qui sont plus pauvres que les autres et donc auront besoin de redistribution ou seront dignes de redistribution à un moment ou à un autre. Alors commençons par l'extrême pauvreté. L'idée de comment s'attacher à l'extrême pauvreté a changé radicalement dans les moins de 10 dernières années, enfin dans les 10 dernières années, sous l'influence d'une personnalité extrêmement importante, Sir Abed, le fondateur de BRAC, une organisation au Bangladesh. Vous connaissez probablement mieux Mohamed Yunus et Grameen, mais Sir Abed, le fondateur de BRAC, qui est décédé l'année dernière, est en fait une personnalité qui a eu une importance peut-être encore plus considérable que Mohamed Yunus. Donc BRAC est une organisation qui fait beaucoup de choses, en particulier qui gère des milliers d'écoles, qui s'est étendue d'ailleurs au-delà du Bangladesh, qui travaille maintenant en particulier dans toute l'Afrique de l'Est et qui est une excellente organisation, très bien gérée, qui travaille à très grande échelle à coût très faible. Ça a commencé, les débuts de BRAC, c'était la lutte contre le choléra au Bangladesh. Donc il y a encore tout un pan de programmes de santé très actifs, programmes d'éducation, programmes de soutien aux jeunes filles, et puis microcrédit. Et dans le cadre de son organisation de microcrédit, ils se sont rendus compte qu'il y avait toute une frange de la population des villages qui n'avait pas accès au microcrédit, dans le sens où ou bien ils s'auto-sélectionnaient pour en sortir et ne demandaient même pas à recevoir un prêt, ou bien quand ils demandaient un prêt, les prêteurs, les employés de l'entreprise ne voulaient pas leur prêter parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas une activité qui justifiait un prêt et qu'ils ne seraient pas capables de le rembourser. Et donc il s'est rendu compte que les plus pauvres des villages étaient ceux qui étaient exclus de ce moyen qui était un petit peu leur véhicule pour lutter contre la pauvreté. Alors, on ne va pas aujourd'hui tellement se poser la question est-ce que le microcrédit est vraiment un véhicule de sortie de la pauvreté, mais à cette époque c'est ce qu'ils croyaient, et ils se sont rendus compte que les plus pauvres des pauvres étaient exclus de ce véhicule-là. Donc ça leur a posé question, et ils se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. L'idée qu'ils ont eue, c'est que ces gens qui soit étaient auto-exclus, soit exclus du système du microcrédit, ça ne voulait pas forcément dire qu'ils n'avaient pas de projet possible, qu'il n'était pas possible pour eux de commencer une activité entrepreneuriale, mais qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de support pour la mener à bien,
Et peut-être que cette activité entrepreneuriale ne générera pas suffisamment de revenus pour pouvoir rembourser la dette. Donc, on voit ce programme représenté aujourd'hui sous la forme d'un agent du gouvernement, parce que, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui, bien que c'est commencé par une entreprise non gouvernementale, BRAC, ça a été maintenant repris par de nombreux gouvernements. Donc, ce que fait l'agent du gouvernement, ou ce que faisait l'agent de BRAC dans les débuts de BRAC, ou ce que font les agents des nombreuses ONG qui mettent ce programme en place, c'est qu'ils vont voir les bénéficiaires potentiels, qui sont identifiés par les membres du village comme étant les plus pauvres des pauvres du village, les plus pauvres du village. Donc dans un village, il peut y avoir 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 maximum, à peu près. Et il lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme activité pour gagner un peu d'argent. Et donc là, on voit Kondwu qui dit qu'elle sait coudre. Donc après, la forme du programme, c'est qu'une fois que l'identification a lieu par les gens du village, ensuite la personne dit ce qu'elle aimerait faire comme activité productrice. Donc là, elle dit qu'elle veut une machine à coudre. Certaines personnes demandent du bétail. Donc par exemple, un transfert assez fréquent, c'est 2 vaches, ou 4 chèvres, ou des poulets, ou de quoi commencer un petit fonds de roulement pour un commerce, pour vendre des choses dans le village qu'elles vont chercher en ville quand il n'y a pas de boutique dans le village, ou au contraire, la chose inverse, c'est-à-dire de vendre en ville des choses que les gens fabriquent au village. C'est le genre d'activités qui sont proposées. Au Pérou, il y a beaucoup de cobayes, puisque les gens mangent les cobayes, donc les gens élèvent des cobayes. Donc voilà, là, elle commence à coudre avec sa machine à coudre qui lui a été donnée donc, par le monsieur. Ensuite, elle vend ses produits et, contrairement au microcrédit, elle n'a pas besoin de rendre, elle n'a pas besoin de rembourser régulièrement. Elle garde sa machine à coudre et le produit de ce qu'elle fait. Donc l'organisation, disons, le pilier de ce programme, la manière dont le programme est construit, les 6 aspects du programme qui s'appelle « Sortir de la grande pauvreté », en anglais c'est « graduating », ils appellent ça le graduation programme. Donc l'idée c'est d'obtenir son diplôme de sortie, comme d'obtenir son diplôme de sortie de l'école. Donc voilà les étapes pour le programme. D'abord, les personnes sont identifiées, ça n'apparaît pas sur le transparent, mais elles sont identifiées par la communauté, soit par les leaders, comme dans le livre, c'est Shona, la maman de Nilou, qui est devenue le maire du village hier, qui l'identifie, ou sinon ça peut être fait par des assemblées comme des assemblées participatrices, comme on a vu aussi hier, où le village se réunit, fait une carte du village, et sur cette carte identifie les personnes qui sont les plus pauvres. Donc, de ces 2 manières, des gens qui sont potentiellement les plus pauvres sont identifiés. Quelqu'un de l'organisation ou du gouvernement vient leur rendre visite pour vérifier qu'ils sont effectivement extrêmement pauvres. C'est des gens à qui il est souvent arrivé une catastrophe. Dans la plupart des pays, c'est réservé aux femmes, mais pas forcément. Mais même quand ce n'est pas réservé aux femmes, c'est souvent des femmes auxquelles, par exemple, le mari soit est mort parce qu'il a eu un accident, soit il est incapacité, soit il est ivre, soit elles ont été renvoyées de leur famille pour une raison ou pour une autre, comme ce qui est arrivé à Kondwu qui s'est échappé. Donc il y a toujours un désastre quelque part qui fait que cette famille se trouve anormalement pauvre, extraordinairement pauvre. Une fois que la famille est identifiée, souvent des toutes petites familles, ça peut être une personne isolée ou une femme et ses enfants, donc on lui transfère gratuitement un actif productif, donc 2 vaches, des chèvres, une machine à coudre, du tissu, etc. Et ensuite, sur 18 mois, la personne sera accompagnée dans l'utilisation de cet actif. Donc c'est pas juste on vous jette une chèvre dessus puis vous vous débrouillez avec, mais donc la personne, si par exemple si c'est des vaches, les vaches sont vaccinées, vont voir le vétérinaire, la personne reçoit une formation sur comment s'occuper de ses vaches le mieux possible. Avec la machine à coudre, par exemple, on va lui donner non seulement une machine à coudre, mais aussi du tissu. On va l'emmener au moins une fois en ville pour lui montrer où est-ce qu'elle peut racheter du tissu,
puis une fois en ville pour vendre ses affaires, peut-être qu'on va partager des patrons avec elle, etc. Donc il y a une assistance technique qui est spécialisée en fonction de l'activité et de l'asset qui est choisi. Donc il y a un employé qui vient et qui leur rend visite toutes les semaines. Il y a accompagné avec, il n'y a pas seulement un transfert d'actifs réels, il y a aussi un transfert financier qui dure de quelques semaines à quelques mois selon les pays et selon les actifs pour encourager les gens à ne pas se débarrasser immédiatement de l'actif. Que si on donne par exemple 2 vaches à des gens qui sont extrêmement pauvres, la tentation, ça pourrait être de dire, bon, moi là pour l'instant, ça va mettre trop de temps, parce que c'est vrai que ça met du temps pour une vache avant d'avoir un veau et de faire du lait, etc. Donc il y aura une tentation de vendre immédiatement la vache pour avoir de l'argent disponible illico. Donc pour éviter ça, ils font un transfert financier, donc disons une espèce de pension de survie, en plus de l'actif, pendant quelques mois. Ils encouragent l'épargne, donc à chaque fois que la personne visite, que l'employé visite, les bénéficiaires sont réunis, les bénéficiaires du village sont réunis en petits groupes, ils mettent de l'argent dans un compte d'épargne, s'ils ne savent pas lire, il y a une formation à la lecture, enfin, pendant le Covid, ils étaient accompagnés par exemple pour être vaccinés, etc. Donc ces visites à domicile sont fréquentes par le personnel du partenaire d'implémentation pour vérifier que tout se passe bien. Tout ça dure 18 mois et au bout de 18 mois, la personne en quelque sorte obtient son sortie de diplôme de la pauvreté. Le support s'arrête, la personne garde l'asset, par contre garde l'actif et de toute façon ils étaient libres de s'en servir comme ils voulaient au moment où ils voulaient, mais à ce moment-là, donc peut-être qu'ils vont changer d'activité ou arrêter l'activité, on ne sait pas, ils font ce qu'ils veulent à ce moment-là. Voilà. Donc c'est ça le principe du programme Sortir de la grande pauvreté. Donc c'est le programme tel qu'il a été conçu par BRAC, mais tel qu'aujourd'hui il est appliqué dans des dizaines de pays, soit par des gouvernements, le plus souvent par des organisations qui travaillent de manière assez proche avec BRAC. Donc la philosophie du programme, c'est que les gens sont enfermés dans une trappe, ces personnes extrêmement pauvres, suite à l'accident de la vie qu'ils ont eu, ou aux accidents de la vie qu'ils ont eus, sont enfermés dans un piège de pauvreté, et qu'il faut un énorme investissement, parce que ça représente quand même un investissement énorme, à la fois de donner cet actif et tout le support qui en gros double le prix du programme par rapport à avoir juste l'actif. Il ne faut pas se contenter de financer un petit peu les gens, ce qu'on pourrait faire pour les gens qui sont juste pauvres. Il faut beaucoup de mesures complémentaires d'ordre santé, éducation, psychosocial, support technique, etc., pour les faire sortir de la trappe. Mais ça vaut le coup parce qu'une fois qu'ils seront sortis, ils seront sortis pour toujours, et donc les gains du programme vont être l'espoir, c'est que les gains du programme soient permanents, que ce ne soit pas quelque chose qui les aide pendant qu'ils reçoivent le transfert, mais que c'est quelque chose qui les aide pour toujours. Donc une grosse différence avec le microcrédit, évidemment, c'est qu'il s'agit d'un don et pas d'un prêt. Dans le cas du microcrédit, dès que les gens reçoivent le prêt ou l'actif, ils doivent se mettre à rembourser, ce qui limite le risque qu'ils peuvent se permettre de prendre, parce que si vous devez rembourser immédiatement, par exemple, les gens peuvent se dire, par exemple, quelqu'un comme Kanwoo qui sait coudre ne prendrait pas forcément un microcrédit pour acheter une machine à coudre, parce que entre le moment où elle achète sa machine à coudre et le moment où elle peut effectivement vendre des vêtements, va se produire plusieurs semaines pendant lesquelles elle est incapable de rembourser ses dettes. Alors il y a des entreprises de microcrédit qui ont expérimenté pour donner au moins une période de grâce entre le moment où les gens prennent le crédit et le moment où ils remboursent, qui conduit à une augmentation de la prise de risque, mais qui réduit les taux de remboursement. Et donc, en général, ces organisations, l'organisation qui avait testé ça, par exemple, a arrêté très rapidement, alors qu'en fait, par rapport à l'objectif de sortir de la pauvreté, c'était peut-être une bonne idée. Donc ici, comme il n'y a pas de problème de remboursement, les gens peuvent s'investir dans une activité un peu plus risquée au départ, et toute activité est risquée pour des gens qui sont pauvres comme ça. Par rapport au microcrédit aussi, une autre différence, c'est le soutien intense à l'activité. C'est aussi une différence avec les programmes de support, de soutien financier traditionnels. D'une part, l'actif est reçu en nature,
c'est pas juste un transfert financier. D'autre part, il y a cet énorme effort de soutien sur le coût entier du programme. À peu près la moitié correspond à l'actif et l'autre moitié au coût de personnel dans le support du programme. Donc c'est un aspect important du coût. Donc pourquoi structurer un programme de cette manière ? C'est parce que justement, c'était vraiment l'idée, le pari, c'est que ça vaut le coup de faire ça, même si ça coûte beaucoup plus cher que juste faire un transfert financier, parce qu'on le fait pendant une période de temps, et ensuite, les gens seront sortis de la pauvreté. Donc ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que cette promesse a été réalisée ou pas. Donc d'abord, l'histoire de Cornwall. Donc je vais vous parler de désastres, de choses qui sont arrivées dans la vie des gens. Donc dans sa vie à elle avait des enfants, un mari, mais son mari la battait, donc elle a dû partir de chez elle, et c'est là qu'elle s'est retrouvée. Sa famille l'a pas reprise. Et ça, c'est l'histoire que quelqu'un, littéralement, au Bengale, quand je visitais un projet d'une organisation sœur de BRAC au West Bengal, m'a raconté. C'est exactement, et c'est pas inhabituel, comme on va le voir. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles cette personne s'est trouvée dans cet état-là. Du coup, cette idée de trappe de pauvreté, donc elle a reçu un choc énorme. Elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, où elle n'est pas reçue. Et du coup, donc elle vivote. Donc en l'occurrence, elle vivote en glanant ou en cherchant dans les poubelles. Donc ça devrait vous rappeler ce qu'on a vu il y a 3 cours de ça sur la trappe de pauvreté. Vous vous souvenez sans doute de notre amie la courbe en S, où si la personne commence avec un revenu très faible, elle est tellement... c'est tellement difficile déjà de trouver de quoi se soutenir, de soutenir même les capacités biologiques de son corps, que partant avec tellement peu de revenus, elle peut produire moins que ce qu'elle dépense en énergie. Donc elle a encore moins d'argent demain qu'elle en avait aujourd'hui. Du coup, demain devient, en partant maintenant de demain, après-demain, elle a encore moins, et on arrive comme ça jusqu'au moment où, après 3 périodes, la personne se trouve dans le niveau de pauvreté maximal. Et c'est là où on trouve Cornwall, où elle habite de manière complètement isolée, elle survit plutôt que vit, personne ne lui parle, elle n'a pas de contact, etc. Alors que s'il était possible de la faire passer au-dessus de l'intersection de la courbe avec la ligne à 45 degrés, au contraire, à chaque période, elle gagnerait un petit peu plus qu'elle ne dépense, enfin elle gagnerait un petit peu plus qu'elle a besoin pour survivre, et elle finirait par s'enrichir jusqu'à arriver donc au point haut, où elle aurait une vie beaucoup plus satisfaisante. Donc ça, c'est la première version de la trappe de pauvreté, c'est la trappe de pauvreté individuelle, où les gens sont tellement pauvres que ce soit pour des raisons physiologiques ou psychologiques, on reviendra sur les raisons psychologiques, la pauvreté finit par entretenir la pauvreté et se conforter dans les endroits où les gens sont piégés. Si on arrive à les pousser d'un cran, on peut changer complètement leur vie. Il y a une version de la courbe, il y a une autre conséquence de cette courbe en S qui devient une version presque communautaire de la courbe en S, c'est que si les autres membres du village, qui eux-mêmes ne sont pas particulièrement riches, décident qu'ils ont peur de devenir pauvres eux aussi, l'existence de la courbe en S peut amener le village à sacrifier les personnes les plus faibles pour pouvoir nourrir la communauté, en particulier quand les temps sont durs. Donc si on revient à notre courbe en S et on dit que dans les périodes normales, tout le monde est un petit peu autour plutôt du point haut, donc les gens vivent confortablement, et puis quelque chose se produit, une catastrophe se produit, donc par exemple une sécheresse ou les champs sont envahis par les criquets, donc tout d'un coup la richesse et le revenu disponible dans le village baissent. Il se peut que si tout le monde répartissait également les ressources disponibles, ils se retrouveraient tous sur la gauche et du mauvais côté, là où ça les emmènerait vers la trappe de pauvreté.
Et pour se protéger, ils peuvent décider que c'est pas grave, on va devoir, enfin c'est pas grave, c'est grave, mais la seule solution, c'est qu'on va devoir répartir les ressources de manière inégale. Donc on va concentrer les ressources vers ceux qui sont capables, avec ces ressources-là, de produire davantage, et les autres sont sacrifiés. On peut voir ça dans la famille, où par exemple, dans les périodes fastes, la mortalité des petites filles et des petits garçons est la même. Dans les périodes de sécheresse, tout d'un coup, on voit les petits garçons qui ont plus de chances de survivre que les petites filles. On peut trouver ça aussi dans la famille, où les personnes âgées peuvent être sacrifiées pendant les périodes difficiles. Et c'est ce qui, dans le livre, arrive à Kangwoo. Donc il y a une catastrophe, les criquets, qui détruisent toutes les cultures des villageois. Donc ils se demandent, enfin ils sont terrifiés, ils se demandent quoi faire. Et assez rapidement, ils se concentrent sur Kangwoo, la sorcière, comme la source de leurs problèmes, et ils décident qu'il faut la chasser. Donc ils se précipitent pour la chasser, et elle arrive à s'enfuir. Bibir la défend, elle dit mais non, c'est pas une sorcière. Et du coup, la sorcière va réussir à se réfugier auprès de Shona, la mère du village. Et la mère du village leur dit mais écoutez, c'est pas une sorcière. Et là, ils disent un petit peu le fond de l'argument, c'est que c'est peut-être pas une sorcière, mais elle ne contribue pas grand-chose. Donc c'est la manière dont j'ai écrit cette histoire, c'est pour bien dire que c'est pas quand les gens chassent les sorcières, et on va en parler, que c'est réel, c'est des choses qui arrivent en réalité. Il y a un petit peu une ambiguïté, c'est pas forcément parce qu'ils croient vraiment que c'est des sorcières et qu'il faut s'en débarrasser pour se débarrasser de la source du fléau, mais ça peut être consciemment ou inconsciemment, ou un petit peu les deux, parce qu'ils essayent de se débarrasser de ce qu'ils voient comme une bouche en plus à nourrir. Alors cette histoire, je l'ai mis dans le livre, pas seulement parce que je voulais parler de sorcières à des enfants, mais parce que c'est en fait un phénomène réel. C'est une forme particulière de féminicide. On parlait de femmes hier dans le marché du travail, dans la politique, mais parler de violences faites aux femmes, ça fait partie de parler des femmes aussi. Et les féminicides, les assassinats de sorcières, est une manière une forme de violence faite aux femmes. Pas du tout marginale, puisque si vous prenez par exemple 2016, pendant les 6 premiers mois de 2016, près de 400 femmes accusées de sorcellerie ont été assassinées en Tanzanie, dans un pays, tout petit pays, la Tanzanie. Et la Tanzanie n'est pas unique, on trouve des assassinats de sorcières au Congo, en Inde, dans les Andes. Historiquement, pendant le petit âge glaciaire en Europe, je suis allée visiter cet été le village des sorcières au Pays basque espagnol, où c'était exactement ça, c'était vraiment une espèce pendant le petit âge glaciaire où la population s'est empirée, une manière d'éliminer les personnages qui étaient considérés comme étant inutiles, en particulier les vieilles dames. Donc voilà, Ruth Zakaria, une veuve en Tanzanie, accusée de sorcellerie et attaquée à la machette. Alors elle a survécu, mais elles ne survivent pas tous. Il y a une étude de Ted Miguel, un chercheur à l'université de Berkeley, qui est allé dans des villages en Tanzanie, qui a interviewé les gens sur les assassinats de sorcières au cours des 10 dernières années, et qui a mis ces données en regard avec les conditions météorologiques dans les villages. Et il voit que dans les années de sécheresse ou d'inondation, donc les années de temps extrêmes, qui sont des mauvaises années dans un cas comme dans l'autre, il y a 2 fois plus d'assassinats de sorcières. Donc on peut comparer les années, où il y a plus de temps extrême, la proportion de mois où il y a eu des sécheresses ou des inondations. Et dans ces années-là, il y a 2 fois plus d'assassinats de sorcières. Donc est-ce que ces meurtres de sorcières sont du ressort de la courbe en S, d'essayer de se débarrasser des gens, des bouches supplémentaires à nourrir, ou est-ce que c'est à cause d'une norme sociale, irrationnelle, ou est-ce que c'est la recherche d'un bouc émissaire? Ted Miguel, lui, penche sur la responsabilité de l'économie, des facteurs économiques, puisqu'il dit, d'abord, on ne trouve pas tellement d'assassinats de sorcières dans les régions les plus riches,
où il peut y avoir aussi des chocs extrêmes, mais les gens ont de quoi se protéger. Donc, si c'était la recherche d'un bouc émissaire pour une catastrophe, on trouverait ça aussi sûrement dans les périodes de crise dans les pays un petit peu plus riches. D'autre part, c'est surtout dans les années de récolte pauvre, donc soit dues aux années extrêmes, soit dues au criquet, mais pas tellement dans les épidémies de maladies, qui pourtant rendent les gens aussi absolument malheureux, mais ne les jettent pas dans une trappe de pauvreté. Donc si c'était vraiment essayer de se débarrasser de la cause du malheur, on les verrait aussi dans les périodes d'épidémie. Et ils sont concentrés sur les périodes les plus faibles, les femmes âgées, parfois des enfants qui sont aussi dans les rues de Nairobi. Il y a des enfants qui vivent en bande, qui ont été renvoyés de chez eux parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. Et c'est le plus souvent à l'initiative de leur famille. Donc en fait, c'est la famille qui se découvre tout d'un coup une sorcière en son sein et qui va soit la jeter dehors, soit la violenter, soit demander au conseil de village s'ils peuvent la chasser pour eux. Donc tout ça signifie que c'est plutôt probablement lié à cette peur ou ce fait réel d'être dans cette trappe de pauvreté. Et qu'on loue en quelque sorte, c'est une victime de ça, donc parce qu'elle a été chassée de chez elle, elle se retrouve extrêmement pauvre et le village qui l'accueille essaye encore une fois de la chasser. Donc dans ces conditions, on voit bien qu'il existe réellement des trappes de pauvreté dans lesquelles les personnes les plus pauvres des villages se trouvent. On a parlé il y a quelque temps du fait qu'elle ne s'est peut-être pas basée exclusivement sur la nutrition, et on va en reparler. Il y a des facteurs psychologiques divers et variés qui peuvent causer ces trappes de pauvreté. Mais c'est clairement que dans les villages, même dans les villages pauvres, il y a des gens encore plus pauvres que les pauvres, extrêmement pauvres, qui se trouvent coincés dans cette trappe. Donc ça, c'est la première prémisse du programme de BRAC, qu'il y a des gens coincés dans des trappes de pauvreté. Et la deuxième, c'est qu'ils peuvent réussir à les faire sortir. Donc est-ce qu'ils ont raison sur cette partie-là de leur pari? La première étude a été du programme de BRAC, donc le BRAC vient du Bangladesh. La première étude a été réalisée au Bangladesh par une équipe de la LSI et de BRAC, sous la direction de Robin Purjes et Oriana Bandiara. Et donc regarde 2 ans puis 4 ans après, qu'est-ce qui arrive aux bénéficiaires en comparaison avec des gens, donc c'est une étude randomisée au niveau du village. Donc on compare des villages où le programme a été mis en place, ou des villages où il n'a pas été mis en place, avec beaucoup de villages et beaucoup de gens. C'est une très grosse étude. La première chose qu'ils trouvent, c'est que donc, dès le début, après 2 ans, mais encore plus après 4 ans, on a moins de gens sous le seuil de la pauvreté dans les villages traités, une différence d'à peu près 8% de gens sous le seuil de pauvreté dans les villages traités. Les villages ont plus de chances, les villageois traités ont plus de chances d'avoir obtenu un autre prêt. Ils ont aussi plus de chances d'accorder eux-mêmes des prêts. Ce qui signifie, ces prêts sont souvent des prêts informels, donc ça veut dire qu'ils sont plus intégrés dans l'économie d'échange informel du village, donner et recevoir, faire partie de la communauté. Ça veut dire par exemple pouvoir être assuré dans une période où ça ne va pas temporairement. Ils dépensent plus pour leur consommation régulière, en particulier après 4 ans. Ils ont plus de choses chez eux, aussi après 4 ans, et ils ont plus d'épargne. Ça immédiatement, puis ça fait un petit peu partie du programme. Donc on voit des effets après 2 ans, qui apparaissent dès après 2 ans, mais qui sont encore plus forts après 4 ans, donc qui ne diminuent pas au cours du temps. Cette étude donc, a eu des résultats importants. En même temps, c'est un programme qui est cher, qui est compliqué, qui a plusieurs éléments qu'on peut se dire est compliqué à mettre en œuvre. Donc c'est posé dès le départ la question de la généralisation du programme. Est-ce que ça marcherait dans d'autres contextes? Et là, sous la direction de Dean Carlin, un chercheur de Northwestern, avec le support de BRAC, des études ont été lancées
j'ai écrit 6 sur la slide, mais il me semble que c'est 7, oui, dans 7 autres pays pour répliquer le programme de Braque à l'identique, si j'ose dire, mais peut-être qu'il faut mettre des guillemets au terme d'identique, parce que quand on réplique un programme de ce type, forcément c'est un identique adapté, dans 7 autres pays. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc 7 organisations différentes et 7 équipes de chercheurs se sont mis ensemble pour évaluer le programme dans 7 endroits. De manière coordonnée, donc avec les mêmes questionnaires, les programmes pas forcément les mêmes, puisque donc par exemple en Éthiopie, il y a beaucoup de ménages qui ont choisi d'avoir des abeilles pour faire du miel, et en Inde il n'y en a pas. Au Pérou, ils ont des cochons d'Inde, et en Inde ils n'en ont pas, etc. Donc pour savoir qu'est-ce qui signifie que le programme est le même, eh bien tous les ans les organisations se rencontraient à Paris et discutaient de ce qu'ils faisaient, et comment ils identifiaient par exemple, à chaque étape de leur programme, comment ils identifient les bénéficiaires, le type d'actifs qui est distribué, le type de soutien qu'ils donnaient, par qui, etc. Et donc, tout ça sous la houlette bienveillante de Braque, qui donc, en quelque sorte, homologue que c'est à peu près le même programme décliné sous des formes appropriées dans chaque pays. Donc ça nous permet d'avoir des enquêtes coordonnées, et toutes les études ont été publiées ensemble dans un article dans Science Magazine, qui nous dit, donc la première enquête est après 18 mois, la deuxième, enfin c'est à peu près 2 ans, et la deuxième enquête 4 ans. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques dessins pays par pays, puis ensuite tous les dessins. Donc, dans tous les pays, sauf le Honduras, on voit une augmentation des actifs significatifs à la première enquête finale et à la deuxième. En moyenne aussi, c'est le cas. Donc une augmentation de presque un quart d'une standard déviation en moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé en Honduras? En Honduras, presque tous les gens ont choisi des poulets et tous les poulets sont morts de la grippe du poulet. Donc, ça arrive, hein, c'est juste pour expliquer ce qui s'est passé ici, mais ça fait partie ça fait partie des choses qui peuvent se produire. De façon intéressante, j'ai participé à l'évaluation du programme en Inde, et il y a beaucoup de gens qui voulaient faire des poulets, et mon co-auteur Raghav Chattopadhyay qui disait qu'il ne faut surtout pas qu'ils fassent des poulets, mais les poulets ça meurt. Et de fait, finalement, les poulets n'ont pas été choisis. Donc, ça n'ont pas été proposés. Et en regardant les résultats du Honduras avec la mort des poulets, j'étais contente qu'il était là à ce moment-là. Donc voilà, pour les actifs, à part pour les poulets du Honduras, là, on a une augmentation significative des actifs à 2 et à 4 ans. On a une augmentation des revenus dans tous les pays, même le Honduras, malgré la disparition des poulets, peut-être à cause des autres aspects du programme. On a une augmentation de la consommation dans tous les pays, sauf le Honduras, peut-être parce que l'augmentation du revenu, comme les actifs étaient morts, s'est fait avec beaucoup plus d'épargne, en fait, dans les pays. Si on regarde les différents maintenant, toutes les mesures qui ont été calculées, on voit des améliorations sur tous les domaines du bien-être, donc en moyenne, avec une hétérogénéité. Donc là, les barres bleues réfèrent en quelque sorte à l'hétérogénéité qu'on trouve d'un pays à l'autre. Mais dans l'ensemble, presque tous les résultats sont positifs, avec plus de revenus par tête, une perception de leur propre revenu, statut économique qui s'améliore, une amélioration de la santé mentale, plus d'implication dans la vie politique, une meilleure santé générale, une meilleure sécurité alimentaire et une augmentation des actifs, encore à 12 ans. En Inde, ces résultats-là étaient jusqu'à 4 ans. En Inde, nous avons pu suivre ces ménages jusqu'à 10 ans maintenant. Donc il y a eu 4 enquêtes finales en Inde, la première et la deuxième que je vous ai déjà montrées avec les autres pays, puis une troisième et une quatrième.
Et ce qu'on constate à la fois sur les revenus et sur la consommation, c'est que les écarts entre le traitement et le contrôle non seulement persistent, mais même s'accroissent entre l'enquête 4 ans et l'enquête 7 ans, et restent à peu près au même niveau entre l'enquête 7 ans et l'enquête 10 ans. Donc le deuxième pari de Braque, en quelque sorte, c'était que les impacts seraient durables au cours du temps, donc que cet investissement énorme qui était fait au début valait le coup parce qu'on serait réalisé sur tout l'ensemble de la vie de cette personne et peut-être même potentiellement de ses enfants. Et pour ce qui est de l'Inde, il semble que ce soit effectivement le cas. Au Bangladesh, l'expérience s'est arrêtée, c'est-à-dire ils ont fait rentrer les villages contrôle dans le traitement, donc on ne peut pas faire exactement ce dessin, mais il semble aussi, avec les données qu'ils ont, qu'il y a une permanence des effets. Donc là, pour l'Inde, on voit que, enquête par enquête, donc c'est les effets sur les 4 domaines, les 4 grands domaines, on voit que dans toutes les enquêtes, les résultats persistent et même ont tendance à s'agrandir avec des barres de plus en plus grandes entre 18 mois, 2 ans, 7 ans, 10 ans. Donc sur tous les domaines d'effets, on a des résultats qui sont persistants ou qui s'accroissent au cours du temps. Donc, le programme est très très cher. Le coût total est entre $1 500, ça c'est en Inde, où vraiment les coûts sont très très faibles, les coûts de salaire sont très très faibles, puis l'organisation est une sœur de Braque, elle a une espèce d'état d'esprit ascétique qui fait que personne n'est vraiment bien payé, etc. Donc, mais même là, ça coûte donc $1 500 par bénéficiaire, jusqu'à $6 000 dans les pays où les coûts sont plus élevés. La moitié est due au transfert direct, le reste en salaire. Donc on peut se demander, est-ce que ça en vaut la chandelle, même si on a tous ces effets? Est-ce que les effets, est-ce que si on attribue une valeur à ces effets en termes de bien-être pour les individus, ces effets sont supérieurs au coût? Alors, à 4 ans, dans le revenu dans l'enquête Science, on avait juste une enquête à 4 ans, donc pour faire notre étude coût-bénéfice, on a dû faire des hypothèses sur quelle est la persistance du programme. Donc on a pu dire qu'il fallait que le programme persiste au moins, que les effets persistent et restent positifs au moins pendant une dizaine d'années pour que les bénéfices qu'on observe soient supérieurs au coût final. Donc si on continue à avoir ces bénéfices jusqu'à l'année 10, alors la valeur de ces bénéfices, simplement en termes de revenus supplémentaires pour la personne, même sans tenir compte des effets de la santé mentale, intégration, etc., en valent la chandelle par rapport au coût. Bon, en Inde, étant donné que les résultats, au lieu de baisser au cours du temps, augmentent au cours du temps et que les coûts étaient assez faibles, en 4 ans, le programme est entièrement remboursé, c'est-à-dire les bénéfices qu'on reçoit à 4 ans sont supérieurs aux coûts. Et à 10 ans, même si tous les bénéfices devaient complètement s'arrêter après notre enquête de 10 ans, ce qui est peu probable étant donné ce qu'on a vu jusqu'à maintenant où les bénéfices avaient plutôt tendance à s'accroître au cours du temps, le taux de rendement à 10 ans serait de 350%. Donc c'est un rendement tout à fait acceptable parce qu'il y a assez peu de rendement financier qu'on trouve à 350%. Et c'est important de noter en Inde que ce n'est pas parce que la période était particulièrement difficile pour les pauvres Indiens et que c'est pour ça que le programme les soutient, puisqu'en fait c'est dans le contexte où on voit aussi le contrôle devenir de moins en moins pauvre. Donc on voit le contrôle entre notre première enquête et notre dernière à 10 ans qui s'enrichit, mais simplement le traitement s'enrichit plus vite. Donc, l'Inde, ces résultats sur l'Inde et des résultats similaires sur le Bangladesh semblent dire que le pari de Braque, qui est qu'il vaut mieux mettre le paquet sur ces personnes extrêmement pauvres et que cet investissement paiera au cours du temps en faisant sortir les gens de la table de pauvreté, semble satisfait. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un piège de pauvreté? Bon, il semble que ce programme indirectement nous le dise, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller plus loin, puisqu'en fait, ça nous donne même les données pour montrer que la courbe en S existe effectivement.
Alors pourquoi elle existerait et non seulement elle existe effectivement, mais peut-être qu'il y a même une espèce de courbe en W allongé, où il pourrait y avoir plusieurs seuils en fait, qu'on rencontrerait au cours du temps. Et dans le livre sur l'histoire de Connou, de Bibir et le coup de pouce pour la sorcière, on a ce moment qui arrive, où on voit bientôt tout le village est habillé de la tête aux pieds et Connou ne vend plus rien. Donc du coup, Bibir demande conseil à son frère Naji, qui travaille en ville et sait ce dont les gens ont besoin. Et il leur propose de faire des masques, de coudre des masques et de les vendre à la pharmacie. Donc il trouve un patron sur le téléphone de Naji et ils en font. La pharmacienne est très contente, elle leur achète leur masque. Et c'est comme ça que leur deuxième activité commence, et on verra à la fin du livre que cette deuxième activité s'étend. Cette idée de passer d'une activité à l'autre, d'abord de coudre un petit peu, puis ensuite se diversifier dans une autre activité, correspond assez bien à la réalité de ce qu'on voit par exemple en Inde, où on voit les gens commencer à la génération 1 par des vaches par exemple, puis à l'enquête à 4 ans, en fait n'ont plus de vaches, ou n'ont pas plus spécialement que le contrôle groupe, mais commencent à avoir une boutique ou un autre petit business non agricole. Et puis à la génération suivante, c'est en fait les enfants de ces personnes qui sont maintenant assez âgées, qui commencent à travailler moins, qui sont plus ou moins à la retraite. Mais c'est les enfants qui gagnent plus parce qu'ils ont plus de chances d'être partis en ville, ou s'ils vont en ville, ils vont plus loin, ils gagnent plus d'argent dans leur migration, etc. Donc on voit comme ça comment on passe d'étape à étape pour cette sorte. Comment le gain de revenus devient permanent en changeant d'activité à activité. Alors, dans la vie de tous les jours, la raison pour laquelle c'est très intéressant, si on arrive à montrer dans les données une courbe en S, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est assez dur de démontrer l'existence de cette courbe en S pour une raison toute simple, c'est que s'il y a une courbe en S, on ne va jamais voir les gens près de là où les trajectoires divergent. Puisque par définition, les trajectoires divergent à ce moment-là, donc les gens ne restent pas au niveau de l'équilibre instable où on part soit d'un côté, soit de l'autre. Donc du coup, dans les données habituelles, on ne va jamais pouvoir trouver des gens on les voit juste au niveau de la trappe, et puis après ils passent à gauche ou ils passent à droite. Parce qu'on ne les voit pas là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un est juste au niveau de la trappe, soit ils deviennent de plus en plus pauvres et ils s'enfoncent dans la pauvreté, soit ils s'enrichissent peu à peu pour arriver à un niveau d'actifs plus élevé. C'est exactement la caractéristique d'une trappe qui fait que c'est un petit peu difficile à observer dans la vraie vie. Ce qu'on va voir dans ces cas-là, au contraire, c'est une distribution étonnante des actifs. On va avoir deux bosses, beaucoup de gens qui sont très très pauvres, qui n'ont rien du tout. Donc c'est ceux qui sont dans la pauvreté, c'est les Kondmou du village. Et puis après, ceux qui ont un peu quelque chose, qui sont arrivés au deuxième steady state. Et peut-être ça continue avec d'autres bosses un petit peu plus loin, mais pour l'instant, on s'occupe de la différence entre les extrêmement pauvres et les pas extrêmement pauvres. Au Bangladesh, à l'enquête baseline, donc avant le programme, la distribution des actifs évoque exactement cette situation, avec une masse de gens d'à peu près 15% qui n'ont rien, absolument aucun asset, donc probablement une maison toute lamentable, ou pas de maison, et aucune terre, pas d'animaux, etc. Et une masse de gens qui ont des actifs. Et personne au milieu. Donc ce n'est pas du tout la courbe qu'on aurait, par exemple, si on montrait la taille des gens, ou même le revenu des gens, par exemple, dans un pays comme la France. Donc on voit la table de pauvreté. Après le programme, dans les périodes de contrôle, tout d'un coup, il y a une masse de gens qui ont reçu 2 vaches ou une vache et ils se trouvent là. Donc maintenant, on a une distribution des revenus qui est un peu inhabituelle parce qu'elle a 3 bosses. Elle a la bosse des gens qui sont pauvres mais qui n'ont pas été traités pour une raison ou pour une autre. Et un certain nombre de ces gens sont passés là. Et puis après, il y a les gens d'habitude. Eux, ils étaient déjà bien, donc ils n'ont pas plus de revenus, donc on n'a pas de disparition ici. Et dans le groupe contrôle, on a la courbe rouge. La prédiction du modèle en S, c'est que cette courbe elle va disparaître au cours du temps, parce que
si la courbe est placée exactement au bon niveau, un groupe de gens qui étaient tellement pauvres que même avec la vache, ils restent en dessous de la trappe de pauvreté, vont revenir à zéro. Et ceux qui, grâce au programme, peuvent passer au-dessus de la trappe de pauvreté, vont repartir vers le haut. Donc ce qu'on verrait dans ce cas-là, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, ce que ça nous montre ici, c'est l'augmentation des actifs d'une période à l'autre, l'augmentation de la richesse, que les personnes s'enrichissent ou s'appauvrissent, en fonction de où ils partent. Donc on voit leurs assets au début, leurs actifs en 2007, puis leurs actifs en 2011, et la ligne de 45 degrés. Donc s'ils partent grâce au transfert avec plus que cette intersection, ils gagnent plus qu'ils avaient au départ, donc ils deviennent de plus en plus riches, donc peu à peu on va les voir arriver jusque là-bas. Tandis que si, même avec le transfert, ils ont moins de ce niveau-là, ils gagnent moins que ce qu'ils avaient et ils s'appauvrissent progressivement pour revenir au point de départ. Donc ces données-là, parce que le transfert était juste suffisamment élevé pour faire passer une partie, mais pas tout le monde, des gens au-dessus du seuil d'appauvrissement, nous démontre de manière vraiment très très claire qu'on n'avait pas avant qu'il existe effectivement une courbe en S et des trappes de pauvreté. Ça nous dit aussi, par ailleurs, que le transfert de Braque, s'il avait été un petit peu plus élevé, aurait permis de faire sortir plus de gens de la pauvreté et que donc il aurait été ce serait une bonne idée du point de vue de faire sortir les gens de la pauvreté, d'avoir un transfert encore plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, toutes ces gens qui sont partis à droite du seuil Castor, ici, sont sortis du piège. Donc, la courbe en S existe en vrai, et dans le groupe traitement, elle croise la ligne à 45 degrés. Dans le groupe contrôle, elle est tout en dessous, donc ce qui explique pourquoi on a ces deux masses en l'absence du programme. Donc ça nous démontre, pour la première fois, et c'est un article de Claire Balboni, Robin Burgess, Maitresh Ghatak et Oriana Bandera, pour la première fois, vraiment montre visuellement dans les données la présence d'une courbe en S et d'une piège de pauvreté, encore que qui est tout à fait évidemment cohérent avec le fait qu'on voit des programmes à long terme de ce programme, des effets à long terme de ce programme. Donc, quelle est la nature du piège? Quelle pourrait être la nature du piège? C'est qu'il faut un minimum de richesse pour faire quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas avoir une demi-vache, on est obligé d'avoir une vache entière. Donc, on ne peut pas avoir une demi-machine à coudre. Il faut une machine à coudre et un peu de tissu pour en faire quoi que ce soit. Donc, il y a un seuil qu'on ne peut pas ne pas franchir. Donc, c'est une première possibilité. Il peut y avoir plus d'un seuil. Une deuxième possibilité, c'est qu'un peu de richesse permet une diversification des activités. Donc c'est ce que nous voyons en Inde, avec d'abord une diversification vers le non-agricole, puis vers la migration. Et troisième possibilité, pour revenir à notre leçon sur le marché du travail, c'est la libération de la bande passante. C'est que le poids de la pauvreté met les gens dans un état psychologique où il est très très difficile pour eux de se concentrer sur une activité productrice. Alors il y a un test qui a été fait. Je vous avais montré déjà ce que Michael Kremer avait donné au musée Nobel il y a quelques leçons, qui était un distributeur de chlorine pour les puits. Ce qu'Abhijit Banerjee a donné au musée Nobel, c'est deux sacs fabriqués par des dames au Ghana. Un sac simple et un sac compliqué. Ils se ressemblent beaucoup, mais le sac compliqué a plus de subtilité dans ses coutures. Et ces sacs ont été produits dans le cadre d'une expérience pour démontrer justement l'effet de ces programmes ultra-pour sur la libération de la bande passante. Donc le titre du papier, c'est « Est-ce que la pauvreté change l'offre du travail ?» Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de 115 579 sacs
dont 2 sont arrivés à Stockholm. Donc l'idée de ce programme, l'idée de cette expérience, c'est donc c'est une des expériences dont je vous ai déjà montré les résultats au Ghana, un transfert ultra-pro au Ghana. Après la distribution des sacs, ils sont retournés voir les gens, donc quelques mois plus tard, en leur proposant un programme d'emploi où les femmes pouvaient faire coudre des sacs chez elles, le nombre qu'ils voulaient. On leur distribuait le tissu, le patron, et c'était à elles de décider combien elles voulaient en faire. Et ensuite, ils sont repassés quelques semaines plus tard pour récupérer les sacs et payer les personnes à la pièce. Donc la question, c'est est-ce que d'avoir reçu ce transfert, ça encourage les gens, ça mène les gens à produire plus de sacs ou moins de sacs. Donc la théorie économique de base nous dirait moins de sacs, parce que comme ils sont plus riches, ils en ont moins besoin. Mais la théorie de la bande passante pourrait nous dire plus de sacs, parce qu'ils ont plus de disponibilité d'esprit pour faire ce travail. Et c'est l'effet bande passante qui domine. Les gens qui reçoivent le transfert fabriquent plus de sacs. Donc, en gris, on voit les barres grises sont le nombre de sacs, le nombre de gens dans différents qui produisent 0 sac, 2 sacs, 4 sacs, 6 sacs, etc., jusqu'à 10 par semaine. Donc, on voit par exemple qu'il y a près de la moitié des gens du groupe de contrôle qui produisent 0 sac, alors que cette fraction diminue dans les groupes de traitement. Il y a un groupe de traitement avec un petit transfert et un groupe de traitement avec un fort transfert. Les gens qui reçoivent le fort transfert produisent encore plus, ont encore moins de chances d'être à 0, et ils ont plus de chances d'être à 10. À nouveau, les groupes qui en produisent le plus, c'est ceux qui ont reçu le plus gros transfert. Les groupes qui en produisent le moins, c'est ceux qui n'ont pas reçu de transfert du tout. Donc il y a un gros passage entre 0 et 10 et assez peu de changements sur les autres disciplines. Donc au total, les femmes produisent plus de sacs, pas tellement parce qu'elles passent plus d'heures à en faire, mais parce que les heures sont plus productives, elles en font plus par heure. L'effet vient essentiellement d'une augmentation de la productivité, particulièrement sur les sacs les plus complexes. Donc, si ça vous rappelle ce qu'on a trouvé avec ce qu'on avait trouvé en Orissa avec les assiettes en tissu, en feuilles, sur les effets très temporaires d'être payé immédiatement après le jour de la paix, ça correspond à ça, mais pour un programme réel qui est ce programme de transfert. Le programme de transfert rend les gens plus productifs, pas moins productifs. Donc, ça peut être c'est pas du tout à l'exclusion du fait qu'il y ait d'autres mécanismes, comme par exemple simplement les coûts fixes pour faire quelques activités que ce soit, mais ça vient en plus de ça, ces effets psychologiques de ne plus avoir l'impression d'être absolument acculé et le dos au mur. Donc pour résumer, pour les super pauvres, les extrêmement pauvres, ce programme ciblé qui concentre les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin avec des coûts élevés, combinant un actif, un transfert financier et du soutien à nature, réussit à les faire sortir, enfin en tout cas en faire sortir un certain nombre, et en particulier ceux pour qui le programme est suffisant pour les faire passer au-dessus d'une trappe de pauvreté. Il y a évidemment des gens qui ne sortent pas de cette trappe de pauvreté, mais statistiquement, il y a des gens enfermés dans une trappe de pauvreté que ce programme libère. Donc ça nous donne un support très fort scientifique pour ce type de programme, qui a rencontré un écho important, puisqu'il y a une organisation d'organisations qui est destinée à promouvoir l'adoption de programmes de type ultra-pour, soit financés par des dons privés, soit en une partie pour faire partie de l'arsenal de protection sociale dans les pays pauvres. Et en Inde, par exemple, aujourd'hui, dans les États les plus pauvres de l'Inde, comme l'Orissa, comme le Bihar, le programme ultra-pour fait partie de l'arsenal de protection sociale, soit administré directement par les équipes gouvernementales, comme au Bihar, soit administré par des organisations qui sont directement intégrées dans le dispositif, comme c'est le cas en Orissa.
Donc ça nous donne, disons, la protection sociale pour les plus pauvres d'entre nous. Maintenant, les autres, ceux qui ne sont pas ultra pauvres, mais qui sont quand même pauvres. Donc, vous voyez bien la différence. Il peut y avoir des gens qui vivent dans la pauvreté, soit qui sont chômeurs, soit qui travaillent, mais qui gagnent très peu, mais qui ne sont pas dans cette catégorie vraiment au bord du fait de survivre. Comment penser à la protection sociale pour eux, pour nous? Alors, il y a 3 grosses questions qui se posent là. La question du ciblage. Est-ce qu'il faut cibler ces programmes ou est-ce qu'il faut qu'ils soient universels? On voit bien qu'un programme comme le programme Ultrapour, il faut forcément qu'il soit ciblé parce qu'il est tellement dispendieux qu'il ne peut se faire qu'en concentrant les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour ce qui est du reste d'entre nous, est-ce qu'il faut cibler ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il soit pour tout le monde ou soumis à conditions? Et dans les pays en développement, la question se pose un petit peu moins dans nos pays, mais un petit peu aussi. Est-ce qu'il vaut mieux donner le soutien sous forme de cash ou en nature, par exemple? Est-ce que les plus pauvres, est-ce qu'il faut leur donner un revenu tous les mois ou est-ce qu'il faut organiser des repas, etc. On a beaucoup discuté, que ce soit en France, par exemple, il y a 2 campagnes électorales maintenant, ou aux États-Unis, c'est une discussion qui revient fréquemment sur la question du revenu universel, ou en anglais Universal Basic Income ou UBI. Je vais utiliser le terme UBI si ça ne vous ennuie pas pour le reste d'aujourd'hui. L'idée de UBI, c'est qu'il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas de conditions, et c'est du cash. Donc tout le monde, vous, moi, le PDG de Total, ont le droit de recevoir et reçoivent automatiquement un transfert. Donc par exemple aux États-Unis a été proposé, pour vous donner une idée de à quoi ça correspond, a été proposé à peu près 12 000 dollars par an et par personne automatique. Après, il y a des différences sur est-ce que ça à la majorité ou pas, etc. Mais enfin, c'est l'idée. Pas de ciblage, pas de conditions, pas de cash. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de tous ces aspects, au lieu et puis on va revenir à la fin, qu'est-ce que tous ces aspects nous disent sur le caractère approprié ou non d'un UBI, et si on a un UBI, quel problème on pense que le UBI peut résoudre et quel problème on pense qui n'est pas adapté pour résoudre. Alors pour le ciblage, il y a le type de questions qu'il faut se poser. Toutes ces questions ont des réponses différentes dans les pays en développement et dans les pays plus riches. Donc, prenez ce que je dis, aujourd'hui on parle des pays les moins riches. C'est des choses qui vont contraster souvent avec les situations des pays les plus riches, que je ne vais pas toujours relever. Aujourd'hui, on va parler des pays riches, des pays pauvres. Donc la première question pour le ciblage, c'est est-ce que le gouvernement est bien informé sur qui a le plus besoin d'aide? Si jamais, par exemple, le gouvernement voulait cibler les pauvres, est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il a des données pour savoir qui est plus pauvre qu'un autre? Est-ce que les gens peuvent facilement dissimuler leurs revenus? Et si le gouvernement peut le faire, c'est à quel prix en termes de collection des données? Est-ce que c'est un exercice très coûteux de faire ce ciblage ou est-ce que ça peut se faire relativement simplement? Donc ça, c'est une première question. Pour les conditions, c'est aussi pour le ciblage, c'est est-ce que les transferts découragent l'offre de travail? Donc, si on donne de l'argent à tout le monde, est-ce que tout le monde du coup va s'arrêter de travailler ou travailler moins? Ça nous renseigne sur est-ce qu'il est approprié de cibler ou pas, parce que si tout le monde s'arrêtait de travailler, on aurait un problème. Et ça nous renseigne aussi sur est-ce qu'il est approprié de donner des conditions, parce que par exemple, on pourrait dire si les transferts percés décourageaient les gens de travailler, on pourrait vouloir contrer ça en imposant des conditions, par exemple des conditions de travail. Et finalement, le cash, est-ce que les bénéficiaires risquent de gaspiller l'argent qui leur est donné pas l'utiliser de la manière dont on pense qu'ils devraient l'utiliser? Donc c'est le type de questions qu'on va poser aujourd'hui. Je vais commencer par celle du milieu, c'est-à-dire cette idée que est-ce que les transferts rendent les gens paresseux?
Alors, on sait déjà que c'est assez peu probable parce que ce serait le cas si les gens étaient répondaient de manière très forte au salaire quand ils travaillent. Or, on l'a vu, l'élasticité de l'offre du travail vis-à-vis du salaire n'est pas particulièrement élevée. On l'a vu quand on parlait du marché du travail. Je vous présente ici des données qui viennent d'une expérience qui correspond exactement à une expérience de protection sociale, puisque c'est un programme de travail en échange d'argent, qui est une forme de protection sociale qu'on trouve dans beaucoup de pays pauvres, que ce soit en Inde ou ici au Malawi. C'est une expérience, donc c'est un programme, ce qu'on appelle en anglais le workfare, c'est-à-dire on travaille en échange d'un paiement. Ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est qu'ils ont varié, c'est un travail de Jessica Goldberg, qui a varié le niveau de salaire reçu entre le 10e pourcentage de la distribution des salaires et le 90e. Donc il y a une très forte variation des salaires d'un jour à l'autre. Et elle regarde s'il y a moins de gens qui viennent les jours où elle paye moins les gens. Et il y a une petite différence, on voit une courbe entre le salaire à 20 et le 20 kwacha et le salaire à 180, on voit un petit peu moins de gens qui travaillent, mais on est quand même dans tous les cas très très haut, en moyenne entre 80 et 90%. Et la différence donc on a fait plus on a multiplié le salaire par 4, la différence de participation liée à une multiplication du salaire par 4 est très très faible. Donc de toute façon, au salaire le plus faible possible, il y a 75% des gens qui travaillent. Donc l'élasticité de l'offre de travail vis-à-vis du salaire est très faible. Donc que ce soit parce que les gens sont extrêmement pauvres de toute façon ou parce qu'ils ont envie de travailler, comme on l'a vu quand on parlait de marché du travail, il ne semble pas que réduire les salaires réduise l'offre de travail. Donc les gens ne sont pas très élastiques au salaire proposé, ce qui fait qu'il ne semble pas qu'on les découragerait en ayant par exemple pour les plus pauvres un salaire, des paiements inconditionnels élevés qu'on perdrait au fur et à mesure qu'on travaillerait dans la vie active. Donc ça, en fait, ce genre de truc, ce genre de programmes-là qui sont enlevés au fur et à mesure que les gens s'enrichissent, produisent une espèce d'impôt négatif, enfin un impôt important pour les gens les plus pauvres, puisque plus on travaille, moins on reçoit du gouvernement. Donc si on avait peur que les gens répondent très fortement à ce genre de programme, ça poserait une limite à la générosité des programmes qu'on peut proposer aux plus pauvres. Mais il semble que ce ne soit pas un sujet, puisque l'élasticité est très faible, en tout cas pour ces personnes pauvres. L'autre question, c'est l'élasticité vis-à-vis du revenu, c'est-à-dire si les gens reçoivent de l'argent, est-ce que du coup ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont déjà assez? Donc si par exemple on avait un UBI qui est juste tout le monde reçoit une dotation sans avoir besoin de se lever le matin, est-ce que ça suffirait beaucoup de gens se diraient 12 000 $ ça me suffit pour l'année, donc moi je ne travaille pas. Alors pour ça, donc ça c'est l'effet revenu d'avoir une protection sociale universelle. Pour ça, on peut regarder justement tous ces pays qui ont adopté des programmes de transfert conditionnels ou inconditionnels, mais quand ils sont conditionnels, c'est souvent pas au travail. Quand ils sont conditionnels, c'est souvent conditionné à envoyer les enfants à l'école, les vacciner, les programmes de nutrition, etc. Donc dans la mesure où les gens remplissent ces conditions, ils reçoivent un chèque tous les mois et donc ils ont déjà quelque chose en banque tous les mois. Donc est-ce que ça les décourage d'aller travailler parce qu'ils ont de quoi nourrir leur famille même s'ils ne travaillent pas? Donc Abhijit Banerjee, Riemann et Berelken ont mis ensemble les données de toute une série de pays qui ont ce type de programme pour montrer la fraction des gens qui ont travaillé la semaine dernière et la fraction des gens et le nombre d'heures travaillées la semaine dernière. Tous ces programmes ont été évalués par des expériences aléatoires et donc on peut comparer directement le groupe contrôle et le groupe traitement et on voit que la participation au marché du travail est la même dans le groupe contrôle et le groupe traitement et le nombre d'heures travaillées est également la même dans le groupe contrôle et dans le groupe traitement. Donc il ne semblait pas qu'il y ait de réponse non plus de l'offre du travail à avoir une garantie. Et bien sûr, on a vu dans le cas du Ghana que pour les extrêmement pauvres, ça va plutôt dans l'autre sens.
C'est que recevoir une garantie de travail rend les gens plus productifs. Donc, il semble qu'on ait peu à s'inquiéter de cette question d'élasticité. Alors, venons maintenant à nos 3 questions, ciblage, conditions et forme du transfert. D'abord, le ciblage. Donc, ici, dans le cas des ultra-pour, il y a un ciblage forcément qui se fait. Hein. Dans ce cas-là, c'est fait par c'est la maire du village qui propose qu'on ouvre. Dans les programmes ultra-pour, c'est souvent fait par la communauté. Donc, il y a un mode de ciblage qu'on retrouve en réalité assez fréquemment, qui est fait par la communauté. Alors, quels sont les avantages de cibler ? Les avantages, c'est qu'on peut toucher plus de bénéficiaires avec le même budget. C'est clair que le programme ultra-pour, si jamais il n'était pas ciblé, on ne pourrait vraiment pas toucher grand-chose. On pourrait pas... le contraire, on peut donner plus, parce qu'on ne va pas essayer de toucher tout le monde, on peut donner plus à chaque bénéficiaire pour le même budget, excusez-moi. Et les plus pauvres, on le voit par exemple dans le programme ultra-pour, ont davantage besoin d'argent, donc du coup ça permet de concentrer les ressources sur ceux qui en ont vraiment besoin. S'il y avait un UBI que moi je recevais, ça ne me ferait pas du tout de différence dans ma vie de tous les jours, alors que peut-être le même argent concentré sur certaines personnes ferait sortir des gens du piège de pauvreté par exemple, ou les aiderait vraiment quand ils en auraient besoin, d'où l'intérêt du ciblage. Donc ça c'est les intérêts du ciblage. Les désavantages, en particulier dans les pays pauvres, c'est que, contrairement aux pays riches où on a l'INSEE, on a des bases de données très bonnes sur ce que les gens gagnent et ce qu'ils ont, dans les pays pauvres, les gouvernements n'ont pas accès à ces données-là sur le bien-être des bénéficiaires potentiels. Et le ciblage conduit à des erreurs d'exclusion, c'est-à-dire des gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas accès au programme, ou d'inclusion, des gens qui ne sont pas si pauvres que ça et qui ont accès du programme, qui sont assez importantes. Par rapport aux objectifs même du programme, il y a une étude sur 9 pays d'Afrique qui montre des erreurs d'inclusion et d'exclusion autour de 25%. Par ailleurs, ces erreurs d'inclusion et d'exclusion peuvent être inéquitables, dans le sens où c'est les plus pauvres qui sont le moins capables de faire état de leurs revenus, et c'est les plus riches qui ont des ressources suffisantes, soit pour graisser les bonnes pattes, soit pour dissimuler leurs revenus. Et donc les erreurs d'inclusion et d'exclusion peuvent être inéquitables et aller dans le sens opposé où on veut aller. Même quand on sait le faire, ça coûte très cher. Donc la manière dont c'est souvent fait, c'est par des surveys d'individus. Ça coûte très cher administrativement. Donc en Indonésie, rien que le ciblage, les efforts de ciblage coûtent 100 millions de dollars en 2015. Avant même d'avoir donné quelque argent que ce soit, juste d'essayer de trouver à qui il faut donner l'argent. Donc c'est cher et c'est pas parfait. La manière dont c'est fait normalement dans les pays quand il y a un ciblage, c'est ce qu'on appelle le Proxy Means Test, vérification indicative des ressources, ou PMT. C'est la méthode qui est employée traditionnellement. On rend visite aux gens, on regarde ce qu'ils ont. Au lieu de leur demander ce qu'ils ont dans leur compte en banque, on regarde juste la qualité de leur maison, le toit, est-ce qu'ils ont des animaux, le nombre de pièces, etc. Ça nous donne un indicateur de leur richesse. Donc c'est ce que font beaucoup de gouvernements pour cibler, parce qu'il n'y a pas mieux. Le problème, donc, c'est cher pour le gouvernement d'envoyer des gens à chaque personne, pour les participants, parce qu'il faut être candidat, etc. La prédiction est très imparfaite, il y a beaucoup d'erreurs dans les deux sens, et ça ouvre la voie possible à de la corruption, puisque l'agent qui vient peut fermer les yeux sur une pièce de plus ou une moto ou une voiture si c'est nécessaire. Pour donner un exemple de ces coûts individuels, il y a une étudiante d'Harvard qui avait fait une étude sur un programme particulier ciblé, puisqu'il était ciblé pour les veuves pauvres en Inde, qui calculait le coût et le temps que ça demandait à ces dames de candidater au programme. Donc il fallait qu'elles fassent 2 visites à leur député pour le coût de 41 roupies et de 1h30 pour y passer à peu près une demi-heure à chaque fois. Il fallait qu'elles rendent visite 2 fois au bureau du district, en plus d'aller voir leur député, pour le prix de 140 roupies, faire attendre là-bas pendant 3 heures,
enfin, attendre plus voyager là-bas pour 3 heures. Donc c'est énorme, c'est en fait très coûteux pour les gens de faire acte de candidature, que quelqu'un vienne chez eux et vérifie s'ils sont effectivement suffisamment pauvres. Dans ce contexte, ce que cette jeune femme avait fait, c'est d'aider les gens à accéder au programme. Donc, soit simplement en les informant, « Hey, vous pouvez avoir ce programme ». Ça, c'est les barres bleues. Les barres bleues sont le contrôle, sont le nombre de gens qui remplissent leur formulaire au bout d'un an. Les barres vertes, c'est de leur donner juste l'information, le programme existe. On voit que le programme existe, ça fait que les gens remplissent plus le questionnaire, mais au final, il n'y en a pas plus qui reçoivent le programme. Pour leur permettre de vraiment recevoir le programme, il faut d'une part les aider à remplir le questionnaire, d'autre part aller avec elles pour rendre visite aux députés et rendre visite au district et obtenir le programme. Et c'est que dans ces conditions qu'on a une différence significative entre le groupe de contrôle et le groupe traité. Donc les coûts sont au-delà d'être informés du programme pour réussir à surmonter les obstacles pour avoir le droit à ce programme. Pour les gens les plus fragiles, qui sont ces jeunes ou moins jeunes veuves, c'est extrêmement difficile. Donc c'est un des problèmes du ciblage, que les coûts que ça induit finissent par exclure les personnes qui en ont le plus besoin. Donc une alternative récente, possible de manière très très récente au POMT, c'est d'utiliser la combinaison des données de satellite, des données de téléphone portable et du machine learning. Cette combinaison a été mise en œuvre par le programme Novici au Togo pendant le Covid. Donc, le gouvernement du Togo voulait mettre en place un programme de soutien des populations dans les endroits qui devaient fermer pour la protection du Covid. Ils ne voulaient pas faire un programme universel parce qu'ils n'avaient pas les sous pour le donner à tout le monde, mais en même temps, ils n'avaient aucune base de données qui leur permettait d'établir qui était potentiellement éligible à leur programme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec IPA et avec un chercheur de l'université de Berkeley, du département d'information, où ils ont fait un ciblage entièrement basé sur les données existantes en 2 étapes. Première étape, les cartes satellites pour identifier les visages les plus pauvres. Donc en regardant sur la carte, combinant une série de données avec lesquelles on a accès sur les satellites, qui est à la fois la densification, l'éclairage la nuit, le nombre les cultures, à quel point c'est cultivé ou sec, etc. Donc plein de données mises ensemble qui, avec un modèle de machine learning, combiné avec des données plus anciennes de pauvreté, permettent de prédire si un endroit de la carte, les gens ont plutôt tendance à être pauvres ou pas. Donc cette première étape a permis, pixel par pixel, d'établir où sont les endroits les plus pauvres et finalement d'identifier les cantons qui ont le plus besoin de l'aide. Donc les cantons sélectionnés, c'est ceux-là qui ont été identifiés par la carte comme étant probablement les plus pauvres, comme étant une densité de pauvreté prévue la plus faible. Alors c'est pas parfait, mais ça peut se faire immédiatement et sans aucun coût de collection des données. Ensuite, deuxième étape, à l'intérieur de ces endroits pauvres, identifier les gens pauvres, ou plutôt exclure les gens les plus riches, en utilisant les métadonnées des téléphones portables. Donc, est-ce que les gens ont un téléphone ou 2 ? Combien ils téléphonent, etc. Combien ils utilisent le téléphone ? À nouveau, ça a été montré dans ce contexte et dans d'autres qu'il y a une corrélation entre l'utilisation des minutes de téléphone et la pauvreté. On voit par exemple la richesse estimée en fonction de l'utilisation du téléphone. On voit une corrélation assez forte avec les points bien alignés contre la ligne, ce qui permet donc d'exclure les gens qui ont l'air dans ces données les plus pauvres. À nouveau, c'est pour le moment pas parfait, mais c'est déjà ça. Et donc, on peut identifier les plus pauvres et qui seront targetés dans les cantons et les moins pauvres. Alors, en même temps que le programme a été mis en œuvre, il y a eu une étude qui a été faite pour suivre la qualité de ce ciblage en comparant
ce qui étaient les alternatives faisables au Togo à ce moment-là, ce qui est en gros juste un targeting géographique classique, en utilisant des données anciennes pour prévoir les plus pauvres et les plus riches. Donc les barres sombres ici nous donnent les erreurs d'exclusion. Combien de pauvres sont exclus par ces méthodes. Donc en utilisant juste le targeting géographique, on exclut à peu près 1/3 à 40% des plus pauvres. En utilisant cette méthode phone-based avec machine learning, on arrive on excluait 39%, on excluait 60% à 70% des gens et là on exclut maintenant plus que la moitié des gens. Et s'il avait été possible de faire un vrai proximity test dans le cas du Togo, ce qui n'était pas vraiment possible de toute façon à l'époque, mais ce qu'ils ont fait sur un petit échantillon pour vérifier, en fait, de faire le proximity test traditionnel exclut aussi énormément de pauvres. Donc finalement, même de faire cette enquête qui aurait coûté cher, etc., est plutôt moins efficace que la combinaison des données satellitaires et du téléphone. Donc ça, c'est quand même un exemple sur le terrain à grande échelle d'une possibilité de ciblage qui est disponible aujourd'hui pour les pays en développement qui n'était pas dans le passé. Une autre possibilité, c'est donc ce qui se passe dans le village de Konwu, c'est le ciblage par la communauté. Une autre alternative au proximity testing, c'est demander aux communautés de cibler. Et là, il y a une expérience qui a été faite en Indonésie par Abhijit Banerjee, Ben Olken, Rima Hanna et d'autres, où les gens se réunissent dans une salle et il y a les noms de chaque personne, là, on les voit ici, et on les demande de les ranger dans l'ordre, de les accrocher là, comme du linge, dans l'ordre de richesse, du plus pauvre jusqu'au plus riche. Et toute la communauté fait ça ensemble. Le problème, c'est que c'est très très long. Donc ils sont réunis pendant 2 heures, ils rangent comme ça toutes les personnes, les unes après les autres, pour savoir comment ils sont, quelle est la distribution du village. Ensuite, on peut attribuer, donc c'était pour l'attribution d'un programme de soutien, d'un programme de cash transfert conditionnel, et on peut regarder les erreurs d'identification en comparant le proximity testing traditionnel avec la communauté. Et dans l'ensemble, le système communautaire, et après en comparant le proximity testing ou la communauté avec un très longue enquête de consommation qui nous permettent d'arriver le plus proche possible, disons, de la vérité, de quel est le niveau de pauvreté réel d'un ménage. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, toutes les méthodes font des erreurs par rapport à la consommation mesurée très en détail, mais qui n'est pas faisable de manière permanente. Le communauté en fait plutôt un peu plus, dans le sens où il exclut plus de gens qui sont mesurés comme pauvres par les surveys d'enquête et qui ne sont pas identifiés comme particulièrement pauvres par la communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que la communauté fait vraiment des erreurs, c'est que leurs critères ont l'air un petit peu différents pour identifier qui est pauvre. C'est-à-dire la communauté ne juge pas juste du niveau de consommation aujourd'hui, et par exemple met dans les pauvres tous ceux qui ont eu des accidents, tous ceux qui ont de l'invalidité dans la famille, etc. Même si en fait ce sont des familles qui, au point de vue de leur consommation, ont l'air moins pauvres que d'autres familles. Donc la communauté fait son travail bien, mais avec une notion de ce qu'est la pauvreté et le besoin qui est un peu différente que celle de juste la pure consommation. Il n'y a aucune indication que ce processus soit particulièrement capturé par les élites ou qu'il y ait une corruption ou quoi que ce soit qui se produise. Les gens sont beaucoup plus contents quand ils le font eux-mêmes. Ils pensent que c'est faire, et quand on leur pose la question, ils pensent que ça a été fait de manière équitable. Donc de faire participer les gens au processus, il semble que ce soit une bonne chose. Le problème, c'est que donc, ça prend beaucoup de temps et que, par exemple, la qualité des décisions en termes de précision baisse au cours du temps. Donc les premières personnes à être rangées sont très bien rangées, puis alors au bout, les gens fatiguent. Donc en termes de est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait de manière permanente, c'est pas entièrement clair que la communauté commencerait
trouvé ça très taxant. Donc, mais ça montre quand même l'importance d'inclure la communauté dans le ciblage de la pauvreté. Une dernière possibilité, c'est l'autociblage, c'est-à-dire de demander simplement aux gens de candidater eux-mêmes. En demandant aux gens de candidater eux-mêmes, et l'autociblage peut aller de quelque chose de très soft, juste demander aux gens de s'inscrire. Donc par exemple, il pourrait y avoir un revenu universel auquel tout le monde est éligible, mais auquel chaque mois vous devez aller demander ou même faire quelque chose sur votre téléphone pour dire « ce mois-ci j'ai besoin du revenu ». Et par exemple, moi je ne le demanderai jamais, donc c'est une forme d'autociblage. Et les gens qui en auraient vraiment besoin le demanderaient davantage. Donc la théorie de l'autociblage, c'est de mettre comme ça des petites haies à franchir ou des haies de plus en plus importantes permettraient d'exclure les gens qui en ont de moins en moins besoin. Donc c'est l'idée des programmes de workfare, comme celui de Malawi dont je vous ai parlé, ou un qui est très important en Inde, où là c'est vraiment à l'autre extrême, c'est-à-dire c'est extrêmement pesant pour les participants, parce qu'ils doivent travailler toute la journée dans des chantiers pour produire des choses qui ne sont pas forcément une énorme valeur. La raison même d'être du chantier, c'est le ciblage, pas vraiment la production du matériel. Donc il y a une expérience qui a été faite en Indonésie par la même équipe qui a fait le ciblage communautaire d'autociblage, qui disent, voilà, les gens doivent candidater, il y a ce programme, le même programme, les gens doivent juste candidater pour y avoir droit. Et on voit que la probabilité de candidater est très fortement, diminue très fortement avec la consommation. Donc effectivement, les pauvres candidatent plus. Donc l'autociblage marche. L'autociblage conduit à un ciblage du programme bien plus efficace que de ne pas le mettre en œuvre, d'avoir une inscription automatique. Donc ça permet d'augmenter ça. Par contre, dans ce qu'ils trouvent dans leurs données, c'est que ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est-à-dire, si par exemple, dans certains villages, le bureau était tout près, et dans d'autres, il était beaucoup plus loin. Donc on pourrait se dire, si c'est beaucoup plus loin, ça fait une longue marche à pied, ça va encore mieux cibler. En fait, quand c'est encore plus loin, effectivement, il y a moins de gens qui candidatent, mais on perd des gens à tous les niveaux de distribution des revenus. C'est-à-dire, il y a des gens très pauvres qui ne peuvent pas faire le voyage, il y a des gens très riches qui trouvent que ça ne vaut pas le coup. Finalement, le ciblage ne s'améliore pas en moyenne, mais forcément, du coup, on a plus d'erreurs d'exclusion. Du coup, ce résultat-là, si on l'extrapole, ça rend un petit peu sceptique sur des programmes qui vont jusqu'au workfare, où on demande aux gens de travailler pour être payés, parce que c'est une espèce de ciblage intense, et en fait, ça peut être très difficile pour ceux qui en ont le plus besoin. En plus, c'est extrêmement difficile à organiser. En Inde, il y a un niveau de corruption épouvantable sur ce programme. Tout le monde s'en met plein les poches. Donc il y a énormément de pertes. Et c'est simplement très difficile à organiser dans les villages aussi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient travailler et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de programme possible. Donc il semble que cette idée d'autociblage est excellente, mais il faut peut-être la garder au niveau avec le seuil à franchir le plus faible, en fait, qui suffit finalement d'éliminer les gens qui vraiment n'en ont pas besoin. Deuxième question, celle des conditions. Est-ce qu'il faut soumettre les gens à conditions? Donc travailler, ça peut être une condition, mais d'autres conditions sont présentes dans les programmes qui sont devenus très à la mode dans les années 2000. C'est le programme de transfert socio-conditionnel. Donc en 1997, il y avait 2 pays qui en avaient un. Brésil, avec le programme Bolsa Familia, qui a été lancé par Lula, qui était président à l'époque et qui l'est à nouveau. Et au Mexique, le programme Progressa, qui a changé de nom plusieurs fois depuis, qui est, je crois, le premier programme transfert conditionnel. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que toutes les familles, c'est souvent les conditionnalités qui sont liées aux enfants, toutes les familles, au-delà d'un certain niveau de revenus, dans les 2 pays, sont suffisamment riches pour avoir des bases de données de candidats potentiels, sont éligibles pour le transfert, mais si ils réunissent certaines conditions. Donc, envoyer leurs enfants à l'école régulièrement, sans absentéisme, vacciner les enfants, aller tous les mois à des programmes, des réunions pour qu'on leur apprenne la nutrition de leurs enfants, etc. Donc, il y a eu toute une série de conditions qui sont un peu différentes selon les programmes.
il y a une très forte expansion de ces programmes dans les années 2000. Donc on arrive en 2008 et on trouve beaucoup plus de ces programmes sociaux conditionnels. En partie parce que le premier, au Mexique, a fait l'objet d'une évaluation aléatoire, qui a été une des premières grosses évaluations aléatoires dans les pays en développement, qui a été énormément publicisée, qui a montré les impacts positifs du programme. Et du coup, tout le monde s'est dit, ah ben nous, on va le faire aussi. Donc c'est un exemple de l'importance des évaluations randomisées. L'idée des transferts conditionnels, c'est donc que les parents doivent faire tout ça. La justification, c'est que les parents ne prennent pas en compte complètement le bien-être des générations suivantes. Donc, du coup, ils risquent de sous-investir dans l'éducation par rapport à d'autres choses qui leur seraient immédiatement nécessaires. C'est l'avantage. Le risque, c'est d'une part, à nouveau, les coûts administratifs. Ça coûte extrêmement cher de faire respecter les conditions. Au Mexique, au cours du temps, ils ont réussi à amener ça à peu près 15% du coût des transferts, mais dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays, c'est peut-être la moitié des coûts de transfert, c'est juste de faire respecter les conditions. Donc de vérifier que les gens aillent bien à l'école, etc. Et puis il y a un risque potentiel d'auto-exclusion des plus fragiles, où les gens, si au départ se disent « moi de toute façon, je ne vais pas pouvoir convaincre mes enfants d'aller à l'école, donc ce n'est même pas la peine que je candidate ». Et du coup, ces gens qui auraient pu potentiellement être aidés se trouvent ne même pas entrer dans le dispositif. Alors qu'est-ce qu'on en sait sur ces programmes ? Les premières évaluations, il y a eu des dizaines d'évaluations, peut-être des vingtaines de papiers sur Progressa, et des dizaines d'évaluations de tous les programmes de transfert conditionnel, puisque tout le monde a décidé de faire sa propre RCT. Donc il y a beaucoup de données, mais au départ, elles étaient entièrement transfert conditionnel versus rien. Donc forcément, si on voit une différence, ça peut être soit l'effet de revenu, soit l'effet des conditions. Donc, la première étude qui comparait conditions versus non-conditions, c'était une étude de Berkosler et d'autres de la Banque mondiale, qui regarde un programme à Malawi qui compare contrôle. Certaines personnes ne reçoivent pas le programme, d'autres ont un traitement conditionnel, programme conditionnel classique, et enfin d'autres reçoivent juste de l'argent. Et ils trouvent deux résultats. Un qui est qu'il y a effectivement un effet des conditionnalités sur l'éducation. On voit que le programme, il y a une erreur dans les barres, inverser ces deux-là. Le programme qui a de la conditionnalité, a un effet plus important sur l'éducation que le programme inconditionnel. Et les deux ont un effet important vis-à-vis du contrôle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle par rapport aux conditions, à l'importance des conditions. La mauvaise nouvelle, c'est que le programme a ajouté des conditionnalités à un effet pervers sur l'effet potentiel des programmes sur le fait que les jeunes filles se marient tôt ou sur les grossesses précoces. On voit par exemple que le traitement conditionnel n'a aucun effet sur a moins d'effets. Le traitement conditionnel a moins d'effets et pas d'effet significatif sur le programme, dans l'ensemble de la population, sur le fait d'être marié tôt, que les jeunes filles sont mariées tôt, alors que le programme inconditionnel diminue les mariages tôt par presque 50%. Donc il y a un effet du transfert inconditionnel, mais pas du transfert conditionnel. Et la raison, c'est que le transfert conditionnel décourage les plus fragiles de s'inscrire, et parmi les non-inscrits, on trouve il y a beaucoup de gens qui se marient jeunes. Donc en fait, les gens se disent au départ je ne peux pas me promettre de rester, que ma fille ne se marie pas jusqu'à la fin de l'école secondaire, donc c'est même pas la peine que j'entre dans le programme. Et en fait, il se trouve que certaines personnes qui entrent dans ce programme, finalement, décident, grâce au programme, de laisser leur enfant à l'école. Donc du coup, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin, ce papier, quant à l'effet des conditionnalités. Il y a un effet plus fort sur l'éducation, peut-être dû directement à l'incitation, mais cet effet de découragement. Alors, est-ce qu'on peut avoir le mieux de tout ?
en ayant à la fois l'effet de rappeler l'importance de l'éducation et qu'on vous donne de l'argent, c'est pour vous aider pour l'éducation, mais en même temps pas décourager les gens. Au Maroc, avec Pascalène Dupas et Florencia Devoto, nous avons essayé de faire ça avec un programme, disons, étiqueté. C'est-à-dire, ce n'est pas un programme conditionnel, mais c'est un programme qui est présenté comme pour aider les enfants à aller à l'école. Donc, ce qu'on compare ici, c'est un programme classique conditionnel et un programme avec label éducation, c'est-à-dire on vous donne l'argent, c'est pour vos enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais après, il n'y a aucune vérification, les ménages savent qu'il n'y a aucune vérification, mais c'est présenté de cette manière-là. Ce programme-là a eu exactement l'effet qu'on espérait, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de découragement, donc tout le monde s'inscrit à peu près systématiquement dès qu'ils ont des enfants dans le programme étiqueté, alors qu'il y a un effet de découragement dans le programme conditionnel. Et du coup, les effets moyens sur l'éducation sont les mêmes, peut-être parce qu'il y avait quand même cette idée que c'était pour aider les enfants, sans l'effet de découragement, donc l'effet total est beaucoup plus important dans le cas label, dans le cas étiqueté, que dans le cas conditionnel. Donc ça peut être une bonne manière de faire les choses. Et d'ailleurs, dans les programmes sociaux conditionnels nouvelle génération, si j'ose dire, il y en a un par exemple qui est universel en Indonésie aujourd'hui. Il est de cette forme étiquetée, c'est-à-dire les gens, on leur dit que c'est pour aider à éduquer leurs enfants et à les faire vacciner, etc. Mais il n'y a pas de vérification directe qu'ils le font ou pas. Mais je ne peux pas vous dire que c'est un résultat de cette étude. Je ne pense pas que ce soit un résultat de cette étude. Je pense qu'ils sont arrivés indépendamment à cette même réalisation. Donc ça peut être une bonne façon de penser aux choses, c'est-à-dire de ne pas mettre un policier derrière chaque parent, mais juste de rappeler dans quelle mesure ces transferts sont destinés à les aider à aider leurs enfants. Dernière question pour le design, est-ce qu'il vaut mieux donner les transferts sous forme de cash ou de choses qui ressemblent de très proches au cash, comme des bons alimentaires, des vouchers, enfin des choses qui peuvent être transmises électroniquement, tout ça je mets dans la catégorie cash, ou en nature, sous forme par exemple de paniers alimentaires. Alors quels sont les facteurs à prendre en compte ? D'une part, il y a une certaine forme de paternalisme. Est-ce que le cash soumet les familles à la tentation ? Est-ce qu'on a entendu parler, d'aucuns parler d'écran plat quand les familles reçoivent leurs allocations familiales ? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, en fait, quand les familles reçoivent du cash, oui, peut-être ils l'utilisent plutôt pour payer leurs factures de téléphone, mais parce qu'ils ont vraiment besoin d'un téléphone et donc ils savent bien pourquoi ils ont besoin d'argent ou pas. Donc, est-ce qu'on peut compter sur les gens pour être raisonnables dans l'utilisation de l'argent ou est-ce que si on veut flécher l'argent, il faut leur donner de manière fléchée ? Deuxième chose, la logistique. C'est-à-dire, même si les gens étaient raisonnables, il est possible que certaines personnes pauvres habitent dans des endroits, des communautés où c'est très difficile de trouver, par exemple, à se nourrir. Donc, il y a des déserts alimentaires, il y en a dans les pays riches, il y en a dans les pays pauvres, et que le gouvernement est finalement mieux placé que pour avoir accès à de la nourriture, disons, ou ça peut être un logement, si on parle de prestations en nature diverses et variées, que même avec de l'argent, ce n'est pas suffisant pour les ménages. Il y a certaines choses que les ménages ne peuvent pas se procurer. Donc, par exemple, pour la nourriture, dans des endroits très reculés, on peut donner de l'argent aux gens et ça risque de ne pas être possible pour eux de l'utiliser de manière efficace, même s'ils le voulaient, indépendamment de la rationalité des choix ou pas. Et finalement, il y a le coût administratif, c'est-à-dire comment se compare, s'il y a des avantages, par exemple, à la distribution en nature, comment se compare le coût en administratif de distribuer électroniquement une roupie versus de distribuer en nature l'équivalent d'une roupie de riz. Quelle est la différence des prix ? C'est évident que ça va dans la direction que le cash est moins cher à faire, mais à quel point ? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte pour arriver à la bonne décision sur cash versus nature, qui va dépendre forcément potentiellement d'un contexte à l'autre.
Pour cette première question sur est-ce que les gens finalement utilisent l'argent différemment quand il apparaît en cash ou quand il apparaît sous forme physique, l'IFPRI, l'Institute Food Policy Research Institute, a fait, International Food Policy Research Institute, a fait une étude dans 4 pays qui compare donc 4 pays pour des transferts qui étaient destinés à améliorer la nutrition de familles très pauvres. Donc dans tous les cas, l'objectif, si vous voulez, c'est que les gens mangent plus et mangent mieux, que leur index de sécurité alimentaire soit plus grande. Donc c'est à la fois la quantité de ce qu'ils mangent, mais aussi la qualité en termes de protéines, de vitamines, etc. Donc il y a 4 pays, Ouganda, Yémen, Équateur et Niger. Et on compare, pour les familles reçoivent du point de vue des familles, c'est le même transfert, soit en cash, soit en nourriture. Et on voit que au voucher, en Équateur, il y a 2 formes de cash, si j'ose dire, du voucher électronique versus cash. Et à chaque fois, c'est comparé à donner directement de la nourriture. Et on regarde les effets sur la sécurité, un index de sécurité alimentaire qui comprend à la fois la quantité et la qualité de la nourriture. Et on voit que donc dans 3 des 4 pays, donner sous forme de cash augmente la nutrition. Donner la même quantité aux familles augmente la nutrition par rapport à donner sous forme alimentaire. Donc non seulement on ne diminue pas l'effet sur l'alimentation de donner sous forme de cash, mais on a tendance à l'augmenter. Peut-être parce que les familles sont mieux placées pour acheter des choses moins chères que le gouvernement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. En Équateur, c'est important que ce soit sous forme de voucher, peut-être justement à cause de ce label. Ça permet de mettre une étiquette en disant c'est pour vous acheter à manger. Pour le cash, ça ne fait pas de différence par rapport et c'est qu'au Niger qu'on voit que distribuer sous forme d'alimentation augmente l'alimentation par rapport à distribuer sous forme de cash. Donc leur interprétation, c'est qu'au Niger, justement, les villages sont très très loin. Le Niger, c'est dans le Sahel, c'est une région extraordinairement pauvre, pas du tout dense. Et où il n'y a simplement pas grand-chose à manger, et que c'est le contexte où le gouvernement a un fort avantage sur les ménages pour l'acheminement de la nourriture. Et que dans les autres endroits où la nourriture est disponible, les ménages font mieux que le gouvernement, ils font les choses et utilisent une grande partie de l'argent sous forme de nourriture de toute façon, et donc on arrive mieux à valoriser $1. En plus, il y a le problème donc, du coût de donner $1, parce que pour donner $1 sous forme de nourriture, ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement que pour donner $1 sous forme de cash. On voit dans tous les pays que c'est beaucoup plus cher. Les coûts administratifs sont beaucoup plus chers. On aurait, sur ces 4 pays combinés, avec le même budget, ils auraient pu toucher 45 000 personnes de plus, ce qui correspond de pays en pays de 13% des gens en plus à 24% des gens en plus s'ils avaient tout donné sous forme s'ils avaient donné les choses, tout donné sous forme de cash versus tout donné sous forme de nourriture. Donc les coûts administratifs pour le gouvernement sont à peu près de cet ordre-là, entre 15 à 25% de plus en termes de bénéficiaires qui auraient pu être touchés. Donc c'est pas une dépense négligeable, la dépense administrative dans un contexte où les budgets sont limités. Dans certains endroits, donc il y a des exceptions à l'idée qu'en général, dans la grande majorité des cas, les ménages font mieux que le gouvernement pour trouver à se nourrir avec le même transfert pour eux. Et en plus, ça coûte plus cher au gouvernement de leur donner le même transfert. Donc il n'y a aucune raison de ne pas donner directement du cash ou quelque chose qui ressemble, comme des transferts électroniques par les téléphones. Les exceptions, c'est dans certains endroits, il peut être difficile de trouver de la nourriture. C'est le cas du Niger. Acheter de la nourriture peut être un moyen de soutenir les paysans. Donc il peut y avoir une autre raison de vouloir soutenir les prix alimentaires.
Donc on peut vouloir, par exemple, comme la communauté européenne, acheter les excédents alimentaires. Une fois qu'on l'a fait de toute façon, il vaut mieux distribuer ces biens plutôt que les faire disparaître. Donc dans ce cas-là, le prix du marché alimentaire n'est plus le prix qui est réellement celui auquel le gouvernement fait face. Donc acheter de la nourriture peut permettre de soutenir les paysans. Et la troisième exception, qui est dans les villages reculés, par exemple au Niger, un afflux de cash peut faire augmenter les prix s'il n'y a pas grand-chose à acheter. Et si ça fait augmenter les prix, ça embête tout le monde qui ne reçoit pas des transferts. Donc il y a un effet négatif qui n'est pas mesuré dans ces études sur les autres, potentiellement, dans les endroits reculés. Donc il y a une étude au Mexique qui regarde exactement ça, et qui dit que dans les villages qui ne sont pas bien connectés à la route, donc où il n'y a pas énormément d'intégration au commerce national, quand plus de gens reçoivent de l'argent, du coup il y a plus d'argent qui essayent d'acheter les mêmes biens, puisqu'il n'y a pas plus de biens qui arrivent, du coup les prix augmentent, et du coup tout le monde est désavantagé par le fait que certaines personnes reçoivent des programmes. Donc c'est un petit peu les points à prendre en compte, de contexte en contexte, pour prendre sa décision des transferts directs et des transferts en nature. Et il y a des circonstances où, quand il faut agir rapidement, par exemple, en réponse à une crise, où de toute façon le cash est peut-être la seule solution pratique et faisable, comme par exemple au Togo au milieu de la pandémie. Et dans ce cas-là, on peut avoir un certain degré de confort dans ces résultats en disant que ce n'est pas du tout un désastre de faire ça. En général, de toute façon, ça aurait été ce qu'on aurait choisi de faire. Il y a une expérience à l'échelle qui a été faite en Indonésie, donc sur quasiment sur une grande partie du territoire, pour comparer des distributions physiques de riz, qui est la manière traditionnelle dont les choses sont faites en Indonésie, versus des coupons, donc transfert électronique financier, qui trouvent donc les coupons coûtent à peu près un tiers du prix et conduisent à plus d'augmentation de la consommation, plus de sortie de la pauvreté pour les ménages considérés. Donc, dans un pays comme l'Indonésie, où il n'y a pas vraiment de villages reculés, une fois fait à grande échelle, c'est clairement un avantage de passer à un système qui ressemble au cash. Donc, pour conclure, une fois qu'on a mis tout ça ensemble, est-ce que je suis en faveur, ou est-ce qu'on peut dire que dans les pays en développement, il faut quelque chose comme un UBI, donc pas ciblé, pas conditionnel et sous forme de cash? La meilleure façon de répondre, c'est quand même de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà évalué? C'est un petit peu difficile de mettre en place une expérience sur UBI, parce qu'en fait, on veut promettre, on ne veut pas juste vous donner un UBI pour 2 semaines, on veut promettre que ce soit pour toujours. Ça demande beaucoup d'argent. Il y a une organisation qui a beaucoup travaillé sur les programmes de cash transfer qui s'appelle Give Directly, qui est la seule organisation qui pouvait avoir la crédibilité de faire une expérience pareille. Et ce qu'ils ont fait, c'est comparer 3 alternatives. Une alternative où au lieu d'un UBI, c'est un transfert une fois. Donc c'est universel, sans condition, mais c'est un gros paquet d'argent d'un coup, correspondant à 2 ans de UBI. Correspondant à 2 ans, donc si c'était aux États-Unis, ce serait $25 000 d'un coup pour la famille. C'est l'équivalent kényan, donc c'est moins que ça. C'est une version du programme. L'autre version du programme, c'est 2 ans. Et la 3e version du programme, ils garantissent 12 ans. C'était le plus proche qu'ils pouvaient faire pour toujours. Et ensuite, depuis que ce programme a été lancé, ça fait maintenant plusieurs années, ils ont suivi 23 000 familles dans 195 villages traités, où tout le monde est traité. C'est universel, où tout le monde est traité dans les villages traités, et 100 villages du groupe de contrôle. Il y a toute une série de résultats, donc je vais vous passer les détails, mais quelque chose qu'on trouve dans tous les cas, c'est une expansion des activités d'entrepreneuriat.
la plus importante étant quand les gens reçoivent le transfert tout d'un coup, où on voit une augmentation de leurs revenus en moyenne, essentiellement venant de leurs revenus d'entrepreneuriat. Donc tout le monde a une augmentation de ses revenus d'entrepreneuriat, la plus grande venant de ceux qui ont reçu le transfert en une seule fois, la plus petite de ceux qui ont eu le transfert pour 2 ans, et au milieu de ceux qui prévoient un transfert pour toujours. Donc on voit une augmentation des revenus qui perdure au bout de quelques années et qui est essentiellement fuelée par cette augmentation de l'activité à l'entrepreneuriat. D'autres résultats, on trouve une augmentation de la consommation qui est toujours là après 4 ans, donc on voit les gens persistent, une augmentation de l'épargne, une amélioration du bien-être psychologique. Donc il y a des effets positifs de ces transferts universels. On voit avec Conwu son activité d'entrepreneuriat qui finit par atteindre une échelle telle qu'elle est débordée. Ça marche très très bien les masques, et en fait elle arrive au point où elle serait, disons, à la prochaine étape où il faut un autre investissement de capital qu'elle n'est pas capable de fournir. Dans l'histoire, elle trouve la solution en trouvant des amis autour d'elle. D'autres villageois rejoignent sa petite entreprise, ils forment une coopérative, elles peuvent travailler ensemble, du coup elle a plus de machines à coudre, plus de gens qui travaillent, et ça leur permet de passer à l'étape suivante. Dans la vie réelle, on peut supposer que justement ce gros transfert de lump sum permette aux gens qui ont un tout petit business, qui ne sont pas des ultra pauvres, qui ont déjà un petit business, de franchir cette étape qui est franchie dans l'histoire de Conwu par l'accès aux autres. Donc, si on pense pas seulement à une trappe de pauvreté, mais par différents paliers, cet accès à un transfert important permet peut-être aux gens de dépasser cette étape. Donc, si on voulait proposer une architecture complète pour un système de protection sociale qui inclut à la fois la redistribution et l'assurance sociale, on pourrait penser à la chose suivante. D'abord, un revenu qu'avec Abhijit Banerjee on appelle ultra basique universel, pas juste basique mais ultra basique, accessible, très très faible. Donc je parle des pays très pauvres, donc permettant à personne pour faire en sorte que personne ne se trouve au point où il soit complètement acculé dans la trappe de pauvreté. Donc correspondant à être capable de fournir à sa famille de quoi manger au prix les plus faibles du marché, accessible de manière universelle, sans screen, sans ciblage, mais avec un auto-ciblage qui est qu'il faut le demander quand vous en avez besoin. Donc tous les mois où vous en avez besoin, chaque mois où vous en avez besoin, il faut faire une demande simple, mais qui est automatiquement acceptée, et qui peut être, et si on veut, on peut rajouter avec ça une petite exclusion des gens, par exemple, qui ont 5 téléphones et qui sont sur WhatsApp toute la journée, qui nous donnerait une bonne idée de qui n'en a pas vraiment besoin à ce moment-là. Donc s'il y a un ciblage très 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 généreux, et ensuite auto-ciblage, donc ça servirait de seuil, de plancher, de s'assurer que personne ne tombe sous ce plancher. Donc ça pourrait être notre sol. Ensuite, il pourrait y avoir un transfert de cash étiqueté, donc un label cash transfert pour les familles, suivant comme l'équivalent de nos allocations familiales, avec peut-être un filtrage simple, à nouveau avec des critères d'exclusion pour les gens qui sont au-delà d'un... par exemple, dans les pays en développement, il y a très très peu de gens qui payent leur impôt sur le revenu. Mais ces gens-là, on peut cibler et exclure les gens les plus riches dans les données qui existent déjà d'impôt sur les revenus. Transfert qui serait donc proposé aux familles avec enfants et étiqueté sous la forme de soutien pour vos enfants. Au même niveau de ciblage relatif, peut-être un transfert de richesse, on pourrait imaginer sur la base des données que je viens de vous montrer sur BI, un transfert de richesse une fois dans la vie, plutôt qu'un UBI pour tout le monde de $10 000 par jour, de dire une fois à 25 ans ou quand vous voulez, entre 25 et 30 ans, un capital pour démarrer dans l'existence, qui permettrait aux gens de se lancer dans une activité plus importante, pour ceux qui le veulent.
Ça pourrait être à la place de ça une bourse, de payer les études supérieures, par exemple. On a vu au Ghana que beaucoup d'enfants de jeunes rêvaient de faire des études supérieures, mais ils n'ont pas accès à ça. Donc au lieu d'être un transfert financier, ça pourrait être un financement des études supérieures, mais enfin correspondant à une somme relativement importante une fois dans la vie, correspondant à 2 ans de UBI, par exemple. Puis ensuite, des programmes ciblés qui correspondent à des situations ciblées, relativement faciles à repérer, comme les pensions pour les veuves, les pensions de vieillesse, universelles ou très très peu filtrées avec des critères d'exclusion. Et finalement, les plus ciblés, le programme ultra pauvre, qui serait donc réservé aux gens qui, malgré tous ces aspects du système, pour des raisons qui arriveront dans la vie, accidents de la vie et autres, se trouveraient ayant besoin d'un support particulièrement important. Donc voilà l'ensemble de ce que j'ai montré aujourd'hui pointe vers quelque chose comme ça pour un système de protection sociale complet pour les pays les plus pauvres. Merci beaucoup et j'espère vous voir demain, même heure, même endroit.